Lorsque l'Empire est menacé par l'invasion de peuples étrangers et par une grave épidémie de peste, les Romains accusent la nouvelle religion chrétienne d'avoir provoqué la colère de leur dieu païen. En désespoir de cause, l'empereur Dèce a recours à la violence. Il sacrifie la vie de nombreux chrétiens pour regagner la faveur des dieux. Les Romains vivent dans la peur constante des attaques barbares venant de toutes parts. Au plus fort de la crise, des insurgés prennent le pouvoir et mettent l'Empire à mal en le divisant, jusqu'à ce qu'arrive un nouveau dirigeant, Aurélien. Il permettra à l'Empire disloqué de retrouver son unité, en ayant recours à sa plus grande réserve d'hommes forts, l'armée. Au milieu du IIIe siècle, l'Empire romain est immense et compte sur ses légions stationnées aux quatre coins de la terre pour protéger toutes ses provinces lointaines. À ce moment-là, les légions n'avaient d'autre choix que de se débrouiller seules. La superstructure impériale était très loin d'elle. Les empereurs arrivaient souvent sur les lieux de conflit une fois la situation devenue complètement incontrôlable. En l'absence de l'empereur, il arrive que les soldats eux-mêmes prennent en main les affaires de commandement. Quand l'empereur ne peut pas être présent, il y a un certain flottement. Alors un homme capable de le remplacer se détache et se proclame empereur pour rallier des soutiens parmi les populations locales et repousser les barbares qui menacent l'intégrité des provinces romaines. Après avoir osé désigner leur propre empereur, les puissantes armées de frontières déclarent leur indépendance de l'Empire romain. En 269 après Jésus-Christ, au moment où ces armées aux frontières orientales et occidentales rompent avec Rome pour former leurs propres empires, la frontière du nord de l'Italie est attaquée par les barbares alamans. Dans son palais, Claude II, le véritable empereur de Rome, est préoccupé par cet assaut dévastateur. Ces ennemis, venus de l'autre côté des Alpes, ont fait plus qu'envahir l'Empire romain. Pour la première fois depuis des lustres, ils ont franchi les Alpes et pénétré en Italie. Claude demande conseil au commandant en chef de sa cavalerie, Aurélien, un homme solide dont la discipline militaire est décrite par l'historien du IIIe siècle, Vopiscus. Aurélien montra dès l'enfance un caractère extrêmement vif. Doué d'une force remarquable, il se livrait tous les jours aux différents exercices militaires. Il lançait le javelot et tirait à l'arc. Les qualités d'Aurélien seront bientôt mises à l'épreuve, car à la frontière, la situation ne cesse d'empirer. Témoins des ravages, les réfugiés venus du nord de l'Italie en font le récit. Cette invasion rend encore plus dangereux les risques de mutinerie au sein de l'armée. Si des barbares menacent d'envahir l'Empire en franchissant une frontière, sur place, on proclamera empereur celui qui se trouve être le chef militaire de la région à ce moment-là, quel qu'il soit. S'il veut conserver le nord de l'Italie, Claude doit agir vite pour empêcher les forces alamanes de gagner du terrain. Dans le camp alaman, les barbares sont à la fête. Ils se délectent des butins confisqués aisément à un empire romain affaibli. Des femmes et des enfants capturés pour en faire des esclaves. Il existe des écrits racontant que des groupes de pillards se sont rendus en Italie et y ont fait un grand nombre de prisonniers. On peut dire que c'était des prises relativement faciles pour ces pillards parce qu'ils s'attaquaient à un empire qui n'était pas au meilleur de sa forme.
Les clans d'Alamans ont à leur tête des chefs puissants qui s'assurent de la loyauté de leurs guerriers en leur offrant comme récompense des esclaves de sang romain. Mais l'avidité des barbares est sans fin. L'empereur Claude n'a d'autre choix que de quitter Rome avec son armée pour partir à la rencontre des Alamans au bord du lac de Garde, dans le nord de l'Italie. Claude et ses hommes sont confrontés à un ennemi d'une grande brutalité. L'historien du IVe siècle, Amien Marcellin, nous raconte: Ils avancèrent avec plus d'impétuosité que de prudence. Ils fondirent sur nos escadrons en vomissant des injures atroces. Leurs longs cheveux se dressaient, pour ainsi dire, d'horreur. Les Romains sont également dépassés par le nombre. Mais Claude possède une arme secrète, le solide commandant en chef de sa cavalerie, Aurélien. On l'appelait Manu et Ferum, que l'on pourrait traduire par la main à l'épée, prêt à se jeter dans l'action dès que nécessaire. Digne de son surnom, Aurélien aide Claude à repousser les Alamans en tuant la moitié de leurs effectifs et en renvoyant le reste de l'autre côté des Alpes. Dans le but de protéger l'Italie de nouvelles attaques barbares, Claude et Aurélien se rendent ensuite dans les Balkans pour y augmenter la présence militaire romaine. Au cours de cette campagne, l'empereur est victime d'une épidémie de peste. Le règne de Claude n'a pas duré longtemps, de 268 à 270. En 269, il a connu un succès militaire éclatant qui a beaucoup fait parler de lui à l'époque, et plus tard. Mais la défaite des Alamans ne suffit pas à guérir l'Empire. Une tâche qui reviendra tout naturellement à Aurélien, le fidèle général de Claude, puisque celui-ci est en train de s'éteindre lentement. Aurélien est nommé empereur par ses troupes. En remerciement, il offre un sacrifice au dieu des soldats, Sol Invictus, ou Soleil invaincu, le dieu de la victoire, qui est de plus en plus célébré chez les militaires de l'époque. Quelle que soit la cause d'une victoire, quel que soit ce qui vous donnera l'avantage, c'est à ce wagon-là que vous devez accrocher votre étoile. D'origine modeste, Aurélien parvient à la plus haute position de l'Empire grâce à son génie militaire, tout comme un certain nombre de grands généraux l'ont fait avant lui. Au milieu du IIIe siècle, on ne peut pas être un empereur civil. L'empereur est obligé de mener ses troupes au combat car il y a toujours un endroit où aller se battre. Aurélien aura besoin de la loyauté des soldats et de la force de leur dieu pour affronter un ennemi qu'il connaît bien. En 271, les Alamans assoiffés de sang reviennent. Ils ravagent le nord de l'Italie et avancent jusqu'à Plaisance. Aurélien et son armée repartent précipitamment vers l'ouest pour leur couper la route, tout en envoyant une offre de négociation. Mais les Alamans ont d'autres projets. Il a invité les barbares à se rendre. Mais ceux-ci lui auraient répondu qu'ils étaient des hommes libres et qu'ils pouvaient lui montrer comment des hommes libres se battaient. Cela étant dit, dans la pénombre des forêts du sud de Plaisance, ils ont pris l'armée romaine en embuscade et lui ont infligé de lourdes pertes. Les Romains ne font pas le poids face aux barbares.
Pourquoi la tactique de l'embuscade était-elle aussi efficace sur l'armée romaine? La réponse se trouve principalement dans l'organisation des soldats romains. On les entraînait à se battre en ligne, en formation. Et de toute évidence, cette technique ne peut être pratiquée que dans certaines conditions. Il est impossible de développer cette formation en terrain boisé. Inutile de dire que les barbares savaient ça. Prise au piège, l'armée romaine déroutée est plongée dans la confusion. Pour Aurélien, la défaite est un désastre. Les soldats sont très loyaux envers leur chef, mais aussi très inconstants. Quand l'empereur est victorieux, ils le soutiennent très volontiers. Mais quand il commence à perdre, il est quasiment fichu. Aurélien rassemble ce qui lui reste de troupes en espérant qu'elles lui demeureront fidèles. Il en a besoin plus que jamais pour empêcher les Alamans d'atteindre la ville de Rome. La terreur s'empare des habitants de Rome. Ils craignent l'arrivée imminente des barbares. Désespérés, ils sont nombreux à fuir la ville. La défaite de l'armée romaine, de l'armée d'Aurélien, a créé la panique à Rome, parce qu'il n'y avait pas de force digne de ce nom entre les barbares et la ville. Ceux qui ne peuvent fuir les émeutes s'en prennent à Aurélien, l'accusant de ne pas avoir su maintenir les barbares hors d'Italie. La population de Rome semble avoir compris que vivre dans une vaste cité, au cœur d'un empire dont les armées sont concentrées aux frontières, rend particulièrement vulnérable au cas où une armée étrangère pénétrerait en Italie. Mais avant que les soldats alamans atteignent la capitale, Aurélien réussit à leur barrer le passage à Fanum Fortunae, à 290 km de Rome. Après sa récente défaite, Aurélien n'a pas d'autre choix que de regagner la loyauté de ses soldats par la victoire absolue. Les empereurs ont toujours compté sur le soutien de leur armée. Même s'ils se font les champions de la République, en réalité le pouvoir impérial a toujours dépendu de l'armée. Ensemble, Aurélien et ses soldats administrent une leçon de discipline romaine à leurs ennemis barbares. Les barbares apprennent que l'armée romaine ne leur laisse aucune chance dès qu'elle a l'occasion d'évoluer en formation serrée. Dépassés par les Romains, quantité de guerriers barbares sont tués et finissent dans les eaux du Métaure. La victoire d'Aurélien chasse enfin les Alamans d'Italie. La confiance est revenue et le triomphe d'Aurélien a sans aucun doute remonté le moral des Romains qui étaient au plus bas. Mais le triomphe d'Aurélien en Italie est rapidement éclipsé par la nouvelle d'un conflit en train de naître dans la ville de Palmyre, à la frontière orientale de l'Empire. Une dizaine d'années plus tôt, bien avant le règne d'Aurélien, les envahisseurs étrangers ont commencé à attaquer durement les provinces orientales de l'Empire romain, dont la Palmyrène, en menaçant de franchir les frontières de plus en plus fragiles. Ce flot continu d'envahisseurs, dont certains étaient extrêmement militarisés et employaient des tactiques auxquelles les Romains n'étaient pas habitués, a causé des problèmes très profonds dans les provinces orientales. Au bord du désert syrien, loin de la protection de Rome, les habitants de la Palmyrène ont dû faire face seuls à la destruction de leur armée. Ces ennemis profitent de l'absence de l'empereur pour prendre le pouvoir, pour repousser les frontières avec succès et pour extorquer des richesses aux Romains.
Les Palmyréniens, comptant leurs morts, ont fini par se lasser d'attendre l'aide de la lointaine Rome. Ces différents peuples menacés d'invasion souhaiteraient être mieux défendus. Ils font donc appel à des protecteurs locaux pour jouer le rôle que les empereurs semblent incapables de remplir, puisqu'en effet, ils ne peuvent pas être partout. Dans un acte de révolte flagrant, l'armée palmyrénienne a pris elle-même les choses en main. Et par conséquent, les provinces orientales se sont proclamées empire palmyrénien en rompant avec Rome. Une dizaine d'années plus tard, elle défie l'empereur Aurélien en s'emparant de la terre fertile d'Égypte qui appartient alors à Rome. Les riches greniers d'Égypte tombent sous la direction de la reine de Palmyre, son nom, Zénobie. On est fasciné par ce personnage de femme orientale qui exerce un pouvoir considérable, par cette sorte de Cléopâtre de son temps qui, soit dit en passant, cherchait réellement à être associée à Cléopâtre. Elle a tout fait pour qu'on l'identifie à elle, en particulier quand les Palmyréniens ont pris le contrôle de l'Égypte, car elle voulait réconcilier les Égyptiens avec son règne. Une fois l'Égypte sous sa domination, Zénobie jouit pleinement de ses nouveaux pouvoirs. Elle donne l'ordre aux greniers égyptiens d'interrompre l'approvisionnement de Rome en céréales, privant par là même l'Empire de l'une de ses ressources alimentaires principales. L'Italie était le cœur affectif de l'Empire, l'endroit où tout avait commencé. Mais l'Afrique et l'Égypte étaient depuis longtemps le grenier de l'Empire. C'est là que se concentrait la richesse agricole. La reine Zénobie, accompagnée de son fidèle général Zabdas, retient désormais en otage le grenier de l'Empire et envoie à Rome un message clair. Les Palmyréniens ne sont plus impuissants. Le coup de force de Zénobie a un impact profond. À Rome, Aurélien se trouve face à un peuple désespéré et affamé par le manque de céréales. Il donne l'ordre à ses troupes de partager leur pain avec la population, mais ce n'est pas suffisant. L'Égypte était le grenier de Rome et par conséquent, la menace d'interrompre l'approvisionnement en céréales avait un impact immense sur l'empereur, d'autant que celui-ci avait déjà des conflits à régler à Rome. La menace de famine sème la colère et l'agitation parmi les Romains. Après avoir cédé du terrain aux armées étrangères, aussi bien à l'ouest qu'à l'est, l'Empire doit désormais affronter la rébellion qui naît en son sein. Les Romains se retournent contre leur empereur Aurélien. La violence avec laquelle cette rébellion s'est déclenchée était d'un niveau jamais atteint depuis l'époque de la République. Aurélien n'a pas d'autre choix que d'envoyer sa propre armée de farouches soldats mater la révolte. On se bat dans Rome. C'est la guerre civile. Les Romains ont peur parce qu'ils savent combien cela peut semer le chaos et faire des ravages. Peu habitués à se battre en ville, les soldats d'Aurélien, bien qu'invincibles sur un champ de bataille, sont en difficulté. L'armée romaine fait une fois encore preuve de faiblesse lorsqu'elle ne peut évoluer en formation serrée. Cette guerre-là avait lieu dans un contexte urbain, ce qui, pour les troupes d'Aurélien, devait être très inhabituel. Dans l'Antiquité, les batailles se déroulaient rarement dans les villes. On n'avait pratiquement jamais affaire à des combats urbains. C'est ce qui posait le plus de difficultés aux soldats réguliers. Mais pour finir, Aurélien réprime fermement la révolte. Eutrope, historien du IVe siècle, écrit: Vainqueur des rebelles, Aurélien les traita avec la dernière rigueur. Il condamna à mort plusieurs nobles, il était farouche et sanguinaire, un empereur plutôt nécessaire en certaines circonstances que susceptible d'être jamais aimé. En faisant exécuter les meneurs de la rébellion, Aurélien rappelle au peuple de Rome qu'il est son seul chef.
L'empereur a maté la résistance. Il fait reconstruire l'enceinte fortifiée de la ville pour la protéger des forces extérieures. Entre ses mains, Rome sera forte et en sécurité. À la suite de la crise militaire qui a eu lieu dans le nord de l'Italie au début de son règne, l'empereur Aurélien a fait protéger la ville de Rome derrière un nouvel ensemble de murailles. C'était la première enceinte fortifiée importante que l'on construisait à Rome depuis longtemps, depuis près de 1000 ans. Aurélien se penche ensuite sur la crise de l'Empire palmyrénien. Il doit protéger les réserves de céréales afin d'éviter la famine à Rome. Les rations de pain de plus en plus réduites ne dureront pas éternellement. Aurélien était déterminé à réaffirmer son pouvoir dans toutes les provinces de l'Empire. C'est pour cela qu'il est parti en Orient en 272 pour reprendre le contrôle de la région. Ses premières cibles sont l'ancienne ville romaine d'Antioche, puis une partie de la Syrie. Antioche est une ville très animée, un riche centre commercial, précieux pour Rome. Désormais, sous le contrôle des Palmyréniens, elle est devenue un lieu sûr où s'est réfugiée Zénobie, la princesse fugitive. Zénobie et ses généraux savaient avec certitude qu'Antioche serait la première ville qu'Aurélien conquerrait en entrant en Syrie. Elle s'est donc barricadée dans la ville et Zabdas a attiré l'armée dans la plaine de l'Oronte jusqu'à l'ouest du lac d'Antioche. Zénobie apprécie son statut. Elle est heureuse de laisser ses généraux se préparer à la guerre qui va se tenir juste à l'extérieur des murs de la ville. Le général Zabdas y affronte l'armée d'Aurélien. Des rangées de Romains s'avancent en formant de véritables murs. On s'affronte en face à face, d'homme à homme. On ne peut pas tuer quelqu'un sans le voir les yeux dans les yeux. Des bras sont coupés, des mains sectionnées, des coups tranchés, des visages balafrés. Mais alors que ces fantassins tombent un à un sous le fer des Palmyréniens, Aurélien comprend qu'il devra faire preuve de ruse s'il veut remporter la victoire. C'est au cours de cette bataille qu'Aurélien a donné l'ordre à sa cavalerie légère d'exécuter ce que l'on a appelé plus tard la stratégie de la retraite simulée. La cavalerie légère d'Aurélien simule la fuite et force ainsi les Palmyréniens à la poursuivre, en renonçant à protéger leur ligne principale restée derrière eux. À ce moment-là, la cavalerie romaine a fait demi-tour et les a réduits en pièces. La cavalerie lourde de Palmyre a été détruite et la route d'Antioche s'est ouverte. Le général Zabdas donne l'ordre aux troupes palmyréniennes de battre en retraite. Zénobie et ses généraux repartent pour Palmyre. Aurélien se lance à leur poursuite, déterminé à rattraper la reine avant qu'elle n'atteigne sa ville natale. Mais dans le désert syrien, des obstacles inattendus se mettent sur la route d'Aurélien. Souvenons-nous que c'est l'été et qu'il fait très chaud dans le désert. C'est sous la violence du soleil estival et les attaques des nomades arabes restés fidèles à Zénobie qu'Aurélien et son armée ont poursuivi leur chemin jusqu'à Palmyre. Blessé par une flèche, Aurélien prend du retard et laisse le temps à Zénobie d'atteindre Palmyre. Maudissant ses attaquants nomades, il fait le vœu de capturer leur reine. Aurélien, qui a fini par assiéger la ville, somme Zénobie de se rendre. Elle lui écrit une réponse cinglante, dans l'esprit de Cléopâtre, son modèle. C'est par la valeur et non par une lettre qu'on contraint un ennemi à se rendre. Vous voulez ma reddition ? Mais souvenez-vous que Cléopâtre aima mieux mourir que d'être vaincue.
Malgré toute son insolence, la fière reine sait qu'elle ne sera pas longtemps en sécurité dans sa ville. Elle se prépare donc à la quitter. Palmyre n'est pas vraiment prête à affronter l'assiégeant. Des moyens de défense ont été construits à la hâte et la ville abrite des hommes prêts à soutenir Aurélien. Elle ne résistera pas très longtemps. La reine Zénobie et son général Zabdas échappent une nouvelle fois à Aurélien en prenant discrètement la fuite à la faveur de la nuit. Nous sommes en 272. Zénobie se dirige vers la Perse. Elle atteint l'Euphrate, le fleuve qui traverse l'Irak d'aujourd'hui. Mais les soldats d'Aurélien sont à ses trousses. Sur les rives de l'Euphrate, la reine offre de l'or à qui voudra lui faire traverser le fleuve. Mais même les menaces qu'elle profère en désespoir de cause ne la sauveront pas. Il est trop tard. Elle a été interceptée et capturée par la cavalerie romaine. Zénobie, ses conseillers et ses généraux ont été faits prisonniers de guerre et jugés. Certaine de ne plus pouvoir s'échapper, la reine sait qu'elle affrontera bientôt Aurélien. Maintenant qu'il a récupéré le trône de Palmyre, Aurélien rencontre enfin la rebelle Zénobie. Une femme dont il ne peut s'empêcher d'admirer la force de caractère. Voici ce qu'il en dit. Ceux qui disent que je n'ai vaincu qu'une femme ne savent pas quelle femme elle était. À quel point elle se montrait rapide dans ses décisions, persévérante dans ses projets, énergique face aux soldats, généreuse avec qui le nécessitait et sévère quand il fallait de la discipline. Mais sous la menace d'une exécution, le courage de Zénobie commence à faiblir. Zénobie a soutenu que de mauvais conseils l'avaient détourné du droit chemin. Et c'est ainsi que son conseiller et le général Zabdas ont été condamnés à mort. Aurélien réserve un autre sort à la belle reine, une fois de retour à Rome. Mais avant de quitter Palmyre, il se rend dans un temple pour y honorer un dieu, le dieu des soldats, Sol Invictus, qui lui a assuré la victoire sur le sol étranger. Il avait en tête une alliance entre lui et Sol Invictus, à qui il attribuait ses victoires à Palmyre. Il se présentait sur ses pièces de monnaie comme l'empereur associé au dieu Sol Invictus. On a fini par associer étroitement l'empereur à une divinité en particulier. Un lien tout à fait crédible, étant donné la réussite d'Aurélien. Dans la paix d'un temple oriental, il comprend que seul ce dieu-là pourra unir tous les Romains. Il est vrai qu'il semble avoir participé à la tendance grandissante en faveur de l'universalisme, tant en religion qu'en politique romaine. En offrant en sacrifice son propre sang, Aurélien promet à son Dieu un peuple d'adorateurs. Aurélien, qui a repris l'Orient et a rétabli la ration de pain gratuite pour les Romains, est accueilli en héros à son retour à Rome. Pour les Romains, c'était le signe que prenait fin un demi-siècle pendant lequel s'étaient succédés désastres militaires, rétablissement, puis nouvelles catastrophes et rétablissement illusoire. Aurélien a une autre idée pour Rome. Il va se servir des richesses ramenées d'Orient pour établir le dieu des soldats, Sol Invictus, comme unique dieu de l'Empire. La construction d'un nouveau temple débute bientôt. Il hisse ce nouveau culte au même rang que la religion officielle d'État. Il fait construire à Rome un temple magnifique en l'honneur de Sol Invictus, qu'il décore avec le butin ramené de Palmyre.
Mais la religion devra attendre un peu. Aurélien a encore d'autres batailles à mener avant que l'Empire soit entièrement réunifié. Au nord, les territoires romains de Gaule et de Bretagne sont tombés sous le commandement arbitraire de soldats romains mutinés, qui baptisent leur territoire Empire des Gaules. Ressemblant chaque jour un peu plus à leurs ennemis barbares, les soldats gaulois méprisent l'honneur romain et proclament empereur l'arrogant général romain Tétricus. De toutes parts, des soldats proclament leur général empereur. Ces armées se battent donc entre elles, et celle qui finit par gagner la bataille voit son général devenir l'empereur légitime. L'indépendance de l'Empire des Gaules faisait peur aux Romains, évidemment. C'était une perte considérable, une humiliation aussi qu'une telle partie de l'Empire romain traditionnel se retrouve entre les mains d'autres hommes. Aurélien part précipitamment récupérer les terres gauloises et rétablir la splendeur perdue de l'Empire. Pour cela, il va devoir affronter Tétricus et l'armée gauloise. L'empereur soldat Tétricus et son armée sont devenus indiscernables de l'ennemi barbare. Indisciplinés, ils se délectent du martyre que souffrent leurs prisonniers. Il était extrêmement dangereux d'être empereur-soldat. Celui-ci était au pouvoir uniquement parce que ses troupes l'avaient proclamé empereur. Mais il était très difficile de se maintenir en place parce qu'il fallait éviter les conflits internes avec d'autres généraux se considérant comme empereurs potentiels. Tétricus ne peut montrer aucune faiblesse à ses troupes. Mais dans l'intimité de son palais, il consulte ses conseillers pour tenter de déterminer d'où viendront ses prochains rivaux. Tétricus, en personne, avait dû surmonter au cours des années précédentes un certain nombre de conflits internes, dont certains avaient mené à des effusions de sang assez considérables entre chefs gaulois rivaux. Il a pour projet de léguer un jour le royaume à son fils et d'établir ainsi une dynastie à son nom. Mais il apprend la présence d'un nouveau rival menaçant de détruire son rêve. Il était clair pour Tétricus, semble-t-il, qu'à la suite de son triomphe en Orient, Aurélien marcherait forcément sur la Gaule dans le but de la réintégrer dans l'Empire romain. Et effectivement, il était déjà en route. Apprenant qu'Aurélien approche, le versatile Tétricus accuse ses conseillers, invectivant tout le monde autour de lui. En 274, Aurélien se dirige vers la ville gauloise de Cathalonum, l'actuel Châlons en Champagne. Il va s'y battre contre Tétricus, dans le but de reprendre les territoires de l'Occident. C'est dans les bois que les deux camps s'affrontent. La bataille est féroce. L'armée d'Aurélien comprenait une plus grande cavalerie que celle qu'avaient eue les armées impériales traditionnelles jusque-là. Quant à l'armée de Tétricus, elle avait toujours d'importantes légions en faction le long du Rhin. Cette bataille allait se dérouler entre forces assez similaires et équipées de manière assez similaire aussi. Elle en serait donc d'autant plus sanglante et dévastatrice pour les armées engagées. L'armée de Tétricus subit tout le poids de la revanche d'Aurélien. Ayant osé nommer son propre empereur, elle reste un grand danger pour Rome. La crise du IIIe siècle est due en partie à l'importance du rôle de l'armée dans le choix de l'empereur. C'est quelque chose de relativement nouveau dans le monde romain et qui résulte de l'état de guerre permanent.
L'armée devient plus puissante, elle devient plus capable de choisir l'empereur et plus capable d'imposer son choix à Rome. Aurélien ne peut autoriser cet affront fait à son pouvoir. Quand l'armée de Tétricus fléchit, il donne l'ordre à ses troupes de la terrasser sans aucune pitié. Tétricus aurait compris que la bataille était perdue avant même qu'elle ait débuté. Mais il semble qu'il s'est battu jusqu'au bout, même si c'est Aurélien qui a fini par remporter la victoire. Cette victoire est le couronnement des efforts qu'Aurélien mène pour réunifier l'Empire. L'usurpateur Tétricus est fait prisonnier. Et finalement, comme il l'a fait avec Zénobie, Aurélien épargne Tétricus. Tétricus en a été le premier surpris, d'autant qu'il était un opposant d'Aurélien en pleine guerre civile, et que ces personnages-là représentent généralement un grand danger, puisqu'ils peuvent se retourner à tout moment contre l'empereur. Aurélien a fait preuve d'une clémence remarquable en épargnant la vie de ses deux principaux opposants. L'armée de Tétricus n'a pas cette chance, car c'est à elle que l'on doit la nomination de l'empereur gaulois rival. Elle va donc payer cette trahison au prix fort. Aurélien était partisan d'une discipline stricte. Il ne tolérait aucune mutinerie de la part des soldats. Il les menait dur, mais il était respecté en retour. Pour garder le respect de ses propres soldats, Aurélien sait que la sanction des soldats gaulois devra être brutale et complète. Personne n'y échappera. Aurélien était un chef militaire victorieux et, à certains égards, un chef militaire assez cruel. Peut-être était-ce nécessaire. Pourtant, il a traité Tétricus de façon remarquablement généreuse. Aurélien rentre à Rome victorieux. Après 4 ans de campagne militaire ininterrompue, il y célèbre la réunification de l'Empire avec une parade militaire spectaculaire, exhibant les prisonniers de haut rang capturés sur chaque territoire conquis à l'autre bout du monde. Toutes sortes d'autres traditions accompagnent cette cérémonie et en font un événement à part, à la fois barbare et extraordinaire. La présence de l'empereur Aurélien à Rome, venu pour célébrer une victoire militaire, est un événement inédit pour toute une génération. Les usurpateurs vaincus, Zénobie et Tétricus, font également partie du défilé. Ils sont la preuve des victoires d'Aurélien à l'Est comme à l'Ouest. C'était humiliant d'être exhibé dans les rues de Rome en tant que chef ennemi capturé. Ça impliquait que vous aviez probablement manqué de courage pour mourir au combat. Bien qu'humiliés, Zénobie, Tétricus et les autres prisonniers sont toutefois autorisés à vivre aux frais de l'empereur Aurélien, qui se montre tout aussi généreux avec le peuple de Rome. Aurélien en personne distribuait du pain, de la viande de porc, mais aussi, paraît-il, des tuniques blanches en tissu venues d'Égypte et d'Afrique. Il s'agissait donc d'une démonstration de force très généreuse. Reconnaissant, Aurélien dédie le temple qu'il a fait construire au dieu des soldats, Sol Invictus, dont la bienveillance et le pouvoir, croit-il, l'ont rendu invincible. D'après de nombreux spécialistes, cela servait à renforcer le conformisme des populations de l'Empire, dans un but religieux, mais aussi politique, deux domaines qui n'étaient pas très distincts dans l'esprit des Romains. Aurélien décrète que le 25 décembre de chaque année, on célébrera la naissance de Sol Invictus.
Plus tard, d'autres empereurs cherchant aussi à unir les Romains par le biais de la religion, adopteront cette date pour fêter la naissance de Jésus-Christ. Et aujourd'hui encore, cette fête d'origine païenne, devenue Noël, est toujours célébrée aux quatre coins du monde. Dans tout l'Empire, au IIIe siècle, on observe clairement une tendance vers le monothéisme, vers différents cultes qui croient en un Dieu unique, et parfois même un Dieu rédempteur. L'Empire romain réunifié s'étend désormais de la Palmyre à la Bretagne. Mais en 275, des barbares dévastent à nouveau une partie du territoire oriental. Aurélien se rend alors en Thrace avec son armée. Il se prépare à la bataille. Aurélien était un personnage fascinant, c'était un individu très dynamique. Quand on pense à tous les endroits du monde où il a fait campagne au cours de sa vie, il devait avoir une énergie colossale. Ce sont ce dynamisme et cette énergie qui lui valent la fidélité de ses troupes. Aurélien a beaucoup de succès en tant que chef militaire. Il connaît bien ses troupes, il travaille de manière très efficace avec elles. Il les paie normalement, il peut compter, je pense, sur un soutien important et constant de ses soldats. Ils ont confiance en lui et le considèrent comme leur chef. Ayant offert à ses soldats la gloire et les honneurs grâce à des victoires inimaginables, Aurélien ne soupçonne pas une seconde qu'un complot s'ourdit dans leurs rangs. L'assassinat d'Aurélien fait partie de ces choses difficilement explicables, en particulier en cette période de victoire militaire, lors de laquelle les troupes auraient dû être satisfaites de ses réussites et des récompenses qui les accompagnaient. Cet acte de trahison laisse l'Empire sous le choc. D'après ce que l'on sait, l'annonce de son assassinat a été accueillie avec beaucoup de tristesse et d'incrédulité. Il a été enterré en grande pompe dans un tombeau magnifique à l'endroit même où il avait été assassiné. Rome pleure la perte d'un grand empereur, celle de l'homme qui a sauvé l'Empire de la chute assurée. Je pense qu'Aurélien est un personnage important parce qu'il représente le début du rétablissement de Rome, de la résurrection de la machine romaine. Il a également réussi à redonner une unité à l'Empire, à le centraliser en le ramenant entièrement sous son commandement. Mais finalement, même le dieu des soldats n'a pu le protéger de l'épée des traîtres, ni empêcher l'Empire qu'il avait réunifié au prix de tant d'efforts de se morceler à nouveau.